Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder plusieurs sujets d'actualité, des sujets de société autour du PMA, la procréation médicalement assistée. On va parler de pourquoi certains s'y opposent et pourtant pourquoi certains croient que c'est pas une bonne chose. On voit ça dans Gazem Réunionnais. Bonsoir Armand Gunet. Bonsoir Gismi. La dernière fois, on a abordé le PMA. Apparemment, ça avait été voté. Et la réaction de ceux qui sont contre cette... on va expliquer pourquoi, quelle est dans la PMA, quelle est la partie dont vous n'êtes pas d'accord. Alors, c'est de faire en sorte que demain, deux homosexuels, puissent avoir un enfant. C'est ça la partie qui choque davantage, bien entendu, puisque au départ, comme je l'avais déjà dit la fois dernière, au départ, c'est une procréation. Il s'agit bien de l'acte de procréer, d'engendrer, qui est assisté médicalement parce que des personnes ne peuvent pas, effectivement, naturellement, sans une aide médicale, arriver à procréer. Donc maintenant, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est d'étendre cette PMA soit à des femmes seules, soit à des couples de femmes lesbiennes. Voilà. Ça, c'est extrêmement choquant. Alors, je réagis par rapport à l'actualité aussi, parce que hier a eu lieu à Paris une grande manifestation. Ce matin, en venant au studio, j'entendais parler d'une manifestation d'environ 74 000 personnes. Pardon 74 500 personnes, c'est une décompte d'une télé nationale. Voilà. Donc, c'est peut-être pas énorme par rapport à la manif pour tous, où il y a eu, je rappelle, environ 1 200 000 personnes qui ont défilé à Paris. Et malgré ce nombre absolument ahurissant, cela n'a pas empêché M. Hollande et Mme Taubira de faire passer leur loi du mariage pour tous. Alors là, je trouve que 74 000, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas suffisant. Il faudrait certainement qu'il y ait beaucoup plus qu'1 200 000, peut-être pour faire réagir un petit peu le gouvernement. Madame Agnès Buzyn a déclaré ministre de la Santé. Voilà, ce terme est choquant quand on voit qu'elle est ministre de la Santé. Moi, j'ai l'impression que cette dame s'est assise sur le serment d'Hippocrate si jamais elle a prêté ce serment. Donc, elle a dit qu'il était hors de question que le gouvernement revienne sur ce projet de loi. En tout cas, le projet de loi doit passer au Sénat et je suis très curieux de savoir ce que va dire le Sénat sur le sujet. Vous pensez que le Sénat, où les parlementaires les sénateurs sont un peu plus âgés, un peu plus conventionnels, vont s'opposer? Oui, c'est pas du tout les mêmes groupes politiques. On sait que le Sénat est largement plus à droite que le sont les plus proche de REM, voilà. Enfin, des Républicains, pardon. Alors, j'ai quand même noté une phrase, vous l'avez peut-être pas entendue parce que ce ne sont pas dans les grands médias, les grandes télé nationales que l'on vous aura répercuté cette affirmation d'Agnès Buzyn. Elle dit, alors qu'elle est donc aux solidarités et à la santé, elle estime que naître sans père est, je cite, ouvrez les guillemets, une chance et même un privilège, fermez les guillemets. Je répète, naître sans papa, c'est une chance et même un privilège. Je suis, comme je l'avais dit la fois dernière, je pense rectifier en plus soyant Madame Buzyn, je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Je suis gâté par la nature, puisque mon père est allé dans les Vavangs, que je n'ai jamais connu, qui ne s'est jamais occupé de moi, qui n'a jamais envoyé un bon ou un billet dans une enveloppe. Tout à fait. Je suis donc extrêmement chanceux. Et Madame Buzyn, je tiens à vous féliciter pour cette phrase d'une grande honnêteté, d'une grande rigueur intellectuelle, morale et scientifique. Alors, une chose je vais sans doute appuyer là où ça fait mal à mon Guinée, mais on a tous un géniteur, c'est le cas de tout le monde. Bien sûr. Aujourd'hui, la procréation naturelle, c'est ce qui fait qu'on est là. Ça, c'est une chose. Mais reconnaissons quand même qu'il y a beaucoup de pères qui n'assument pas leur rôle. Et que c'est la femme, souvent,
qui se retrouve avec l'enfant et qui s'en occupe. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais justement, ce sont les exceptions pour confirmer la règle. Moi-même, je suis père de famille. Je suis très heureux d'être père de famille. Je me suis toujours occupé de mon enfant. Même qu'elle a un âge assez avancé maintenant, puisqu'elle a une trentaine d'années. Eh bien, écoutez, quand j'en ai la possibilité, je veux dire financière, eh bien, je vais voir mon enfant, que j'aime particulièrement. C'est un enfant qui a été voulu par son père et par sa mère, et j'estime avoir beaucoup apporté à mon enfant. Alors, dans ce cas, concevoir aujourd'hui que notre société souhaiterait mettre en place de nouveaux modèles de parentalité, de couple, c'est pas une bonne chose ? Non, c'est pas une bonne chose. S'asseoir sur la morale chrétienne, parce que bon, nous ne vivons pas sous l'ère Buzyn, nous vivons sous l'ère chrétienne, et je trouve que c'est prétentieux de la part de ce gouvernement, de la part de Madame Buzyn ou de Madame Belloubet, ou de Monsieur le président Macron, de dire qu'ils sont supérieurs à la morale chrétienne, autrement dit que Jésus-Christ, c'est un rien du tout pour eux, que ce qu'il a dit, c'est complètement débile, et que ce que eux proposent maintenant, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est beau. Eh bien non, c'est pas beau. À un moment donné, nous sommes bon, même si c'est hypocrite ce que je vais dire, et d'autant que je le pense vraiment, nous sommes quand même sous l'ère de la séparation des pouvoirs. Mais la séparation des pouvoirs ne signifie pas s'asseoir sur la morale. Effectivement, il y a bien eu une volonté de séparer l'Église des lois. Non, d'abord, c'est pas forcément une bonne volonté, parce qu'il y a des endroits où c'est pas comme ça. Il y a une volonté. Je n'ai pas dit qu'il y a une bonne volonté. Je dis qu'il y a eu une volonté. Oui, mais il y a des endroits où c'est pas comme ça et ça marche pas plus mal pour autant. Par exemple, on nous explique que la démocratie française c'est quelque chose de formidable. Il y a d'autres endroits où il n'y a pas de démocratie française et ça marche très bien. Donc, ce n'est pas la référence extraordinaire, la France dans ce domaine-là. Il faut savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Et là, je vais expliquer, parce que c'est pareil, grâce à vous, on peut le dire, mais ça ne se sera pas dit sur TF1, ça ne va pas être dit sur France 3, ça ne va pas être dit sur France 5. D'où vient cette idée de PMA ? Eh bien, c'est très simple. Chers amis téléspectateurs, vous pensez qu'en mettant un bulletin dans l'urne, vous allez voter pour une personne et qui va faire des choses vraiment fantastiques, formidables, et surtout qu'elles vont peut-être suivre leur conscience. Il n'en est rien, sachez-le, en tout cas en France. Il existe en France une société d'hommes, il n'y a pas de femmes dedans, il y a une société d'hommes qui siège à Paris et dont le but annoncé, c'est de chercher la lumière. On va chercher la lumière, on est en quête de la lumière, etc. Ça, c'est ce qui est dit. La réalité, c'est que cette petite congrégation, cette petite corporation d'hommes qui est à Paris, le siège est à Paris, le but premier et unique de cette corporation, c'est de détruire l'Église et de détruire les valeurs chrétiennes. Je vais nommer cette corporation, ça s'appelle le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France dirige les ministres, les députés et bon nombre de personnes dans les différents partis politiques français. C'est comme ça, et je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige la France, ce ne sont pas les députés qui font les lois, ils font ce que le Grand Orient de France leur commande de faire. Alors, on va juste rappeler qu'en matière de franc-maçonnerie, il y a deux courants. Il y a ceux qui sont avec la religion, qui restent dans la religion, et puis il y a le Grand Orient de France qu'on accuse de faire de la politique, finalement. Oui, alors que toutes les obédiences disent qu'ils ne doivent parler ni de politique ni de religion, mais en fait, ils n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent les ordres d'en haut. Vous savez, vous avez une première branche en bas, qui attend que la branche du dessus dise ce qu'il faut faire. La branche qui est dessus, elle, attend également sur la branche dessus jusqu'au troisième grade. C'est la fameuse pyramide ? Voilà, c'est la pyramide. Et les ordres viennent d'en haut et après, ils sont redistribués, ils arrivent en bas. On se plie à ce qui est demandé. Et donc, nos ministres, nos députés font ce que le Grand Orient de France leur demande de faire. Et ils ne s'en cachent pas, d'ailleurs. Le Grand Orient, au moins, a ce mérite,
c'est de ne pas s'en cacher. Ils s'en vantent même. Ils s'en vantent. Ils disent, voilà, le divorce, c'est nous. Le Pacs, c'est nous. Le mariage pour tous, c'est nous. La PMA, c'est nous. Le projet éventuel, dans pas longtemps, la GPA, pour faire égalité avec les femmes, ça va être nous. Et le projet d'euthanasie, c'est également nous. Ils ne s'en cachent pas. Tout ce qui est contraire aux valeurs chrétiennes, ils appuient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, que la France, qui reste quand même liée à cette religion, à la religion chrétienne, se démarque de la religion et suive d'autres lobbying. C'est la France qui est chrétienne, c'est la plupart des gens qui sont chrétiens, et s'ils ne sont pas chrétiens de fait parce qu'ils ne sont pas très pratiquants, mais de cœur, ils sont toujours chrétiens. Maintenant, nos députés, nos ministres, etc., ces gens que l'on a élus, une fois qu'ils arrivent en place à Paris, il y a le grappin qui est mis sur eux. Je ne citerai pas son nom, mais je connais une dame à La Réunion élue députée, très sympathique, avec qui j'ai eu des bons contacts. Une fois arrivée à Paris, c'est terminé. Elle a la main mise qui était mise sur elle, le grappin qui était mis sur elle, et elle s'est mise à penser Grand Orient de France, tout de suite après son accession à la Chambre de députés. D'accord. On revient sur le PMA. Aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir des combats, y compris à La Réunion, parce que le mouvement se réunit à Paris, se rassemble à Paris. Est-ce que Armand Cunet va appeler au rassemblement à La Réunion ou pas ? Non, moi je suis trop vieux, j'ai 66 ans, je suis malade, je suis diabétique, je suis dialysé, je n'ai plus la santé pour faire quoi que ce soit, à part quelques émissions de radio ou de télévision, de faire des courriers dans la presse, mais moi je ne ferai strictement aucune action. J'espère qu'il y a des gens en meilleure santé que moi, aussi dynamiques, mais de meilleure santé que moi, pour faire ce genre de choses. Alors, je voudrais citer quand même, c'est très important, parce qu'il y a plus important que moi sur le sujet, je voudrais citer GISMI, l'Académie nationale de médecine. Voilà. Que dit l'Académie nationale de médecine ? Elle dit, je cite, « La conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure et n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. » Voilà, c'est le pavé dans la mare de l'Académie nationale de médecine. Qu'a dit Agnès Buzyn ? Je résumerai en 2 mots en disant c'est une bande de vieux schnocks qui sont dépassés, qu'il ne faut pas les écouter. Armand Cunet, vous vouliez dire un mot sur le stérilet, sur la pilule du lendemain et voir un petit peu... Oui, c'est un ensemble de mensonges qui ont pour base l'amitié, la compréhension entre les gens, une bonne entente. Ce sont des vertus chrétiennes, mais qui sont absolument détournées. Hein. Alors, j'étais, il y a quelques jours, en train de regarder une émission télé, je ne me souviens plus de quelle chaîne c'était une grande chaîne nationale. Hein. Peut-être France 3, peut-être France Info, enfin, une grande chaîne. Et arrive la petite page de publicité, et qu'est-ce que j'entends ? C'est une publicité à l'égard des jeunes femmes en âge de procréer, et on leur dit, ben voilà, vous avez raté votre pilule, mais écoutez, ne désespérez pas, c'est pas grave du tout, vous pouvez prendre la pilule du lendemain. J'ai presque entendu dire que c'était magique comme truc, hein. Et surtout que c'était pas abortif. Et puis tout de suite après, pour le stérilet, pareil, n'hésitez pas, vous voulez pas avoir d'enfant, un procédé très simple, très pratique, facile à mettre par votre médecin, et puis surtout, c'est pas abortif, hein, c'est le stérilet. Mais GISMI, ce sont 2 mensonges absolument éhontés. J'invite toutes les personnes qui savent lire, qui ont un ordinateur chez elles, d'aller taper par exemple Norlevo. Norlevo, c'est le nom d'une pilule du lendemain, et vous allez voir ce que c'est qu'une pilule du lendemain, quels sont ses effets, quels sont les effets secondaires, et pareil pour le stérilet. Voilà. Donc on n'hésite pas, pour s'asseoir sur les valeurs chrétiennes, à mentir d'une façon absolument délibérée et éhontée.
Et sur les enfants de la Creuse? Sur les enfants de la Creuse, ces jours-ci avait lieu un rassemblement dans le Gers, et donc un certain nombre d'enfants qui ont été déplacés dans les années 60 à 80 en métropole, dans un grand nombre de départements. Il faut préciser, dans un grand nombre de départements, plus d'une soixantaine de départements. Et que disent nos journaleux, nos gratte-papier? Je suis désolé, je n'ai pas de respect ni de considération pour ces gens qui se font appeler journalistes et qui n'étudient pas leur dossier et qui racontent des bobards, soit dans la presse, Internet, soit à la télévision. Qu'est-ce que l'on ressasse depuis des dizaines d'années? On ressasse qu'environ 2000 enfants ont été déportés en métropole. J'ai bien dit déportés, c'est le terme qui était utilisé. Et ils ont été déportés par qui? Par Michel Debré. Ah bon? Et pour faire quoi? Bien, pour repeupler les campagnes françaises. Alors, prenons une petite calculatrice, Gismi, si jamais on n'est pas très bon en maths. Prenons 2000 enfants, divisons par 64 départements et divisons par 20 ans. Vous allez voir, on arrive à peu près à 2 enfants par département et par an. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode pour repeupler des endroits dépeuplés? Non, je ne pense pas. D'autant plus que ces enfants étaient, disons-le bien, mineurs. C'était des enfants âgés entre 10 et 14 ans. Et il y avait autant de garçons que de filles, à peu près. On ne va pas faire un chiffrage exact, mais en grosso modo, il y avait autant de garçons que de filles. Est-ce qu'on envoie des garçons mineurs, impubères, pour repeupler des départements français? Donc c'est absolument, c'est une idiotie. Ça, c'est une idiotie. Est-ce qu'ils ont été envoyés par Michel Debré? Absolument pas. Michel Debré n'était pas là lorsque cet exode a commencé. C'était le directeur de la DAS de la Réunion de l'époque qui, au cours d'un séjour en métropole, dans la Creuse, s'était rendu compte qu'il y avait là un grand foyer ad hoc, donc pour cette destination, mais qui était fort peu peuplé. Donc il a eu cette idée, puisqu'il n'y avait pas de structure à La Réunion à l'époque. Il faut bien préciser, il n'y avait pas de structure à La Réunion à l'époque. Donc il a trouvé cette solution d'enfants qui étaient à la DAS. En 1960-1980, La Réunion, c'est pas la brousse. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc ces enfants ont été déplacés après avis judiciaire. On n'arrive pas chez les gens, on prend un enfant et puis on l'embarque. C'était la plupart du temps des mères seules. Le conjoint ou le mari était dans les va-vents, il n'était plus là. La dame se retrouvait à élever 6, 7 ou 8 enfants toute seule, n'avait pas de travail, donc c'était la misère noire. Parfois aussi, la maman se remettait en concubinage avec un type, mais alors ces enfants les mettaient chez la tante, chez la grand-mère. Enfin bref, c'était pas du tout l'idéal. Parfois aussi, la dame était malade. Je connais une dame qui est la porte-parole des enfants de la Creuse, et c'est ce qu'elle dit. Elle, c'est sa mère était très malade, ne pouvait pas élever ses enfants seuls. Alors, on nous dit oui, mais ils ont été arrachés, mais qu'ont fait les tantes, qu'ont fait les oncles, qu'ont fait les cousins, personne n'était là pour les recueillir. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés en métropole. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Bien entendu. Est-ce qu'ils étaient nombreux? Non, parce qu'ils ne sont pas très nombreux à se manifester pour dire que c'était entre guillemets une déportation. Il y a beaucoup de ces jeunes qui ont été transplantés, qui ont été heureux de leur parcours, mais malheureusement ceux-là ne sont pas interrogés par les grands médias. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, que certains ont parfaitement réussi leur parcours, qu'ils ont eu des enfants, qui se sont établis en métropole, que certains sont propriétaires d'une maison ou d'un appartement HLM. À certains, on leur a posé la question, est-ce que vous voudriez revenir habiter à La Réunion? On me dit non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut bien venir en vacances, peut-être pour la retraite, mais là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. D'accord. Alors, il y aura un débat. Je rappelle donc actuellement, le débat est toujours ouvert. Il y a une mission interministérielle qui est menée autour des enfants de la Creuse pour voir un petit peu combien d'enfants ont été
ont vécu dans des conditions difficiles, quels sont les traumatismes, s'il y en a. Donc voilà, le débat est ouvert. Armand Gunet donc a abordé ça. On rappelle aussi que Jean-François Samlong a écrit un livre sur les enfants de la Creuse, le soleil de l'exil, je crois. Donc l'occasion de revenir dans ce débat. Ce débat, de toute façon, est de nouveau ouvert. Enfin, a toujours été ouvert depuis un moment. On verra un petit peu comment ça avance, surtout au niveau du ministère. Merci Armand Gunet. Merci Jusmi. On se reverra pour d'autres sujets et votre regard sur cette actualité. Merci à vous de nous avoir regardés.